Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans Libre à vous, c'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur la liberté informatique et également de la musique libre. La gestion électronique de documents avec des logiciels libres, un sujet proposé par Laurent Costi avec Jérémy Lesage de la société Jessie et Vincent Calam. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme la maltraitance numérique dans Que libérer d'autres que du logiciel, une chronique proposée par Antanac. Et en fin d'émission, la flemme du paramétrage des données privées. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser d'autres questions. Nous sommes mardi 10 décembre 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet. Salut Fred. Salut, bonne émission à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Avant de passer la parole à Isabelle d'Antanac pour la première chronique, j'ai un petit quiz pour vous, fidèles auditorices. Qui nous propose la dernière chronique ? Je vous rappelle le titre, la flemme du paramétrage des données privées. Si vous écoutez en direct, je vous propose de venir partager votre réponse sur le salon web de l'émission, accessible depuis le site causecommune.fm. La première personne à répondre gagnera des bisous radiophoniques. On se retrouve en fin d'émission pour la réponse. Mais il est grand temps de laisser donc la parole à Isabelle pour sa chronique Que libérer d'autres que du logiciel sur le thème de la maltraitance numérique. Salut Isabelle. Salut, merci Étienne. Bonjour à tous, toutes. Oui, je voulais parler aujourd'hui de ce sujet qui est, sans doute relié à des émotions qu'on partage tous et toutes plus ou moins, mais je voudrais évoquer ça, la maltraitance numérique. Alors, pas celle des administrations, vis-à-vis des citoyens, citoyennes, non, celle-là, je vous en ai déjà beaucoup parlé plusieurs fois. Et vous savez combien on constate quotidiennement à Antanac comment les personnes sont perdues face à des guichets virtuels sans contact avec d'autres, sur un souci qu'elles rencontrent, comment les institutions envoient de plus en plus d'injonctions à tout traiter sur des plateformes, des courriels, des applications plus ou moins bien faites. Non, c'est pas de cette maltraitance-là que je vais reparler aujourd'hui, même si ces constats, vous le voyez bien, me taraudent, nous minent et nous révoltent à Antanac. Non, je ne vais pas non plus vous parler de la maltraitance sur les réseaux sociaux, les harcèlements, les insultes, les commérages et autres réactions sans pensée, mais sous le coup d'une émotion rapidement mise en avant sans réflexion. D'ailleurs, parce que je serais bien mal placé pour en parler. Des réseaux sociaux, moi qui ne suis pas une adepte ni une suiveuse, moi qui ne vais jamais sur l'une ou l'autre de ces plateformes à la main des grands gamams. Voilà, on en parlait tout à l'heure, avant le début de l'émission, mais oui, gamam, j'ai bien dit gamam et non plus gafam parce que, en fait, le F de Facebook ne suffit pas pour moi à parler de méta. Parce que méta, c'est certes Facebook, mais c'est aussi Messenger, Instagram, etc., qui sont quand même la même affaire. Bon, voilà. Après, il y en a qui n'aiment pas, qui sont pas d'accord avec ce changement d'habitude. Les GAFAM, ça sonnait bien. Tout le monde commençait à savoir de quoi on parlait. Gamam, ça marche aussi, hein. Non ? Bon. En tout cas, ce dont moi je voulais vous parler ici, c'est d'une maltraitance numérique plus insidieuse, moins discutée, moins évoquée, et pourtant. Alors, voilà. Des personnes veulent se parler et discuter facilement entre elles, échanger des propos, des projets, des actions, ou juste des trucs de tous les jours, dans une vie d'asso, par exemple, ou une famille élargie, ou un groupe de potes qui font de la varap, ou chantent en chorale, ou que sais-je. Tant d'exemples. Et là, c'est le début d'une affaire infernale. Quoi choisir ? Est-ce que les courriels suffisent ? Là, on aborde du coup la question des façons de les utiliser, ces courriels. Je ne parle pas uniquement des gens qui ne savent pas trop bien la différence entre répondre et répondre à tous, toutes, quoique là, c'est déjà un problème. Il y a des personnes qui systématiquement répondent à un mail précédent et ne tiennent pas compte du tout dernier. Du coup, on ne sait pas s'ils ont reçu ce dernier-là, ou si elles l'ont lu, ou si elles veulent squeezer la personne. Bon, mais on n'apprend pas encore tout ça à l'école, si ? Je ne sais pas en fait. Tiens, peut-être qu'il y a des institutrices qui enseignent ces choses là-dessus, ou des profs en collège. Peut-être vous savez ça. Et puis, c'est incroyable, mais souvent, il y a des adresses courriels
Et donc derrière des personnes qui disparaissent d'une liste de diffusion, une liste de discussion. Et alors là, ça peut devenir violent et la paranoïa n'est souvent pas loin. J'ai été exclu. On m'a viré. Et il y a aussi les histoires de spam, d'indésirables. Pourquoi elle m'a pas répondu ? Elle m'a mise dans ses indésirables. En plus, on constate aussi que des fournisseurs de boîtes mail se laissent aller à des pratiques bizarres de confiscation. Des messages envoyés d'une boîte Yahoo qui n'arrive plus à lapote.net pendant 2 jours. Puis ça revient. Puis tu sais pas pourquoi. Toi qui as choisi de ne pas utiliser une adresse chez un fournisseur que tu exècres, genre par exemple, tu n'utilises jamais Google. Bon, si une grande amie à toi utilise Gmail, tu fais quoi ? Tu la boudes ? Tu fais plus d'échanges courriels avec elle ? Bon, du coup, tes données sont potentiellement, malgré tout, prises en charge là où tu voulais pas aller. Donc, on choisit de fait pour toi. En tout cas, l'impression qui en ressort, c'est que c'est pas tout à fait aussi génial que ça en a l'air. Tout va à peu près bien tant que tu es dans une relation bijective, mais dès que tu dépasses 2, tu commences à prendre des risques. Peu ou pro, tu te sens régulièrement maltraité. Selon que les apprentissages et les habitudes ont été développés dans un cadre professionnel ou uniquement personnel, administratif ou amical, familial, du coup, les pratiques sont assez différentes. Et les acceptabilités aussi. Ces façons de faire sont-elles toujours le reflet de la personne, de son rapport aux autres ? Je ne saurais pas le dire. Bon alors, les courriels sont donc pas adaptés à la situation, aux besoins d'un collectif, même petit. Alors voyons voir du côté des applications prévues pour discuter à plusieurs. Et alors là, c'est plus compliqué encore. Pourquoi Telegram plus que Signal ? Pourquoi WhatsApp plus que Snapchat ? Quel support sera le plus adapté, le plus... et d'ailleurs, quels sont les critères de choix ? Et combien de personnes se penchent sur la question avant d'accepter d'être dans telle ou telle boucle ? Je sais pas vous, mais nous, ce qu'on constate à Antanac, c'est qu'en fait, les gens, ils réfléchissent pas, ils acceptent ou ils acceptent pas. Ils y vont, c'est comme si c'était une pratique magique. Comme ça, j'ai l'impression que c'est vraiment pas le cas souvent, que les gens, en fait, acceptent de fait, rapidement, la proposition d'une personne avec qui le lien est fort, ou d'un groupe dont on ne veut pas être exclu. Et du coup, là, le critère, c'est plutôt l'affect. Faire comme. Faire groupe, ne pas dire non. Et s'il y en avait d'autres, des critères, ça serait quoi ? La confidentialité des échanges ? Ne rêvons pas. Le coût ? Les fonctionnalités ? Les conditions d'utilisation ? Les difficultés ? La compatibilité avec les outils que tu as déjà ? Les noms, les pratiques, les principes de ceux qui l'ont développé, genre du libre, de l'open source, du propriétaire ? Les sites d'hébergement des plateformes ? Où est-ce qu'ils sont ? Le type de groupe qui y sont déjà ? Là, t'as pas fini ? Bon, rapidement, on s'aperçoit que plusieurs plateformes ont voulu, comme souvent les gamams, donc, conserver les gens dans un même univers, les entourer tellement qu'ils s'échappent plus. Ils ne vont plus aller chercher quoi que ce soit ailleurs. Ils sont comme des prisonniers, prisonnières. La recette, c'est essayer de répondre à tous les besoins, y compris ceux qu'on crée pour cela. Donc, à la fois, on téléphone gratuitement. On écrit très vite, rapidement, dans le format chat, où le plus important, en fait, c'est d'écrire, de lancer un truc, même si personne ne répond, même si c'est pas hyper intéressant ni fondamental, on y va. Pouvoir conserver, supprimer des échanges, selon l'humeur du jour, joindre des photos, des textes, bref, j'en passe. Tout le monde rajoute des fonctionnalités pour que tout ça fonctionne sur un ordinateur, mais plus généralement sur un ordiphone, pour avoir toujours ça avec soi, où qu'on soit. Sans doute que cela reformate, pardonnez-moi l'utilisation de ce terme, mais ça modifie les relations, de fait. Tu y es ou tu n'y es pas. Et puis il y a un propriétaire du nouveau groupe. Non, pardon, on l'appelle administrateur. Pas administratrice d'ailleurs, vous avez remarqué, administrateur. Il n'est pas toujours propriétaire, mais c'est comme si. Bon, il y a quand même une personne qui invite, donc, qui peut virer, qui peut accepter les présences, comme un délégué, un président. On ne sait pas. Je suis pour ma part assez stupéfaite de constater comment ces généralités sont désormais inscrites chez chacun, chacune, tous âges, toute culture. On n'est pas à l'abri donc de la maltraitance sur ces applications. La première des maltraitances étant d'être comme obligé d'y être. Et ma question du jour, et je vais terminer là-dessus, c'est du coup, est-ce que c'est le numérique qui induit ces maltraitances ? Du fait des distances, des valeurs qui président, la rapidité, la soi-disant modernité, etc. Ou bien est-ce qu'elles sont juste plus visibles, plus souvent présentes dans les relations, moins traduites en général dans les échanges ? Mais comment s'en libérer alors ? Allez, c'est à vous d'y penser. À bientôt !
Merci Isabelle, merci de nous aider à gratter le vernis de ces questions-là qui sont en fait hyper importantes. Et je vais juste relayer une réflexion de Marie-Odile, qui est une prof à la retraite et qui dit que la vieille prof que je suis enseignait l'utilisation de la messagerie en 4e il y a bien longtemps. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Voilà. Super. Et puis GAFAM, GAMAM, effectivement, je pense que tes arguments sont pertinents, mais le poids des usages et des habitudes. Voilà, en tout cas, merci Isabelle, et je te dis à 2025. Absolument. Terminez bien tous toute l'année. Avec joie si possible. Et avec joie si possible, c'est toujours mieux. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de la gestion électronique de documents sous le doux acronyme de GED, on en parlait avant l'émission. Avant cela, nous allons écouter In the Dark par Two Bullets for the Devil. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. The shadows come to life. Something's moving out there, creeping in the night. Can you feel the hunger? Can you feel the lust? You better run when the shadows come to life. You better run when the shadows come to life. Bones are broken, curses spoken, hearts are Nous venons d'écouter In the Dark par Two Bullets for the Devil, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est Sebayasa. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer maintenant à notre sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal, comme je vous le disais, qui porte sur la gestion électronique de documents
Gestion électronique de documents avec du logiciel libre, un sujet proposé et animé par Laurent Costi. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/229. Et je dis donc bonjour et merci à Laurent pour ce nouveau sujet. Je te laisse le micro. Bonjour Étienne, merci beaucoup. Alors j'ai un peu innové pour l'émission. D'habitude, je passe du temps pour la préparer, tout ça. Mais là, en fait, j'ai confié la rédaction de l'introduction à Vincent Calam, qui après passera du côté aussi des personnes qui nous apprendront des choses sur la GED. Donc j'en fais de moins en moins et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc je te passe la parole pour l'introduction, Vincent. Oui, merci. Alors, comme Libre à vous est une émission grand public et que le but n'est pas de perdre celles et ceux qui nous écoutent dès les premières minutes de l'émission, je me propose de définir la gestion électronique de documents, autrement dit la GED, à partir de notre pratique quotidienne de l'informatique. Car oui, je vous l'annonce, mesdames, messieurs, pour peu que vous utilisiez un ordinateur, vous faites de la gestion électronique de documents sans le savoir. En effet, que faites-vous quand vous enregistrez un fichier ? Vous lui donnez un nom et vous le placez dans votre arborescence de dossier. Par ailleurs, votre logiciel lui attribue automatiquement une extension désignant son type, si c'est un classeur ou un texte par exemple, et le système lui attribue une date de création et de dernière modification. Vous voyez que par ce geste anodin d'enregistrer un document, c'est pas moins de 5 informations qui lui sont attribuées. Ces informations, c'est ce que nous appelons des métadonnées. Alors retenez bien le terme parce que je pense que nous allons l'utiliser souvent dans cette émission. Une métadonnée, c'est une donnée qui décrit une donnée, autrement dit, dans notre cas, c'est une information qui décrit votre document. Un des objectifs de ces métadonnées, c'est de retrouver un document. D'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué qu'il est souvent plus facile de retrouver un document pièce jointe dans vos courriels qu'un document dans votre disque dur ? L'explication est simple, un document en pièce jointe a de manière automatique plus d'informations qui lui sont rattachées. Il y a le nom de l'expéditeur, le titre du courriel, le texte même du courriel où votre correspondant a probablement décrit le contenu du document qu'il vous a transmis. Tout cela augmente les chances de le retrouver. Alors, maintenant, attention. Gardez votre expérience personnelle en tête. Souvenez-vous de toutes les fois où vous avez galéré pour retrouver un document dont vous connaissiez l'existence, mais dont vous ne vous souveniez plus du nom et du dossier où vous l'aviez rangé. Et hop, maintenant, changez d'échelle et imaginez tout ça au niveau d'un collectif. Une entreprise, une association, une collectivité locale. Vous y êtes ? Eh bien, vous imaginez bien le désordre, pour rester poli, cela peut être et le temps perdu à retrouver des documents. Voilà, ça y est, je pense que vous avez une idée des enjeux de la gestion électronique de documents. Merci beaucoup Vincent. Alors pendant que tu passes au-dessus de la table pour aller du côté des invités, j'en profite pour présenter notre deuxième invité, Jérémy Lesage, qui représente la société GESI et qui va nous parler d'un logiciel libre de gestion de documents qui s'appelle Presti. Alors on va te demander d'abord de te présenter et puis Vincent présentera aussi pourquoi il est coté invité aussi aujourd'hui. Jérémy ? Bonjour, oui, alors je me présente, je suis Jérémy Lesage, fondateur de la société GESI et également l'éditeur du logiciel qu'on appelle Presti, qui est un logiciel de gestion électronique de documents entièrement libre. Très bien, merci. Vincent, alors toi aussi, tu baignes dans la GED, d'où cette introduction merveilleuse, j'ai trouvé. Tout à fait, oui, parce que depuis 2002, je conçois et je code du logiciel libre, et depuis 2002, mon principal logiciel est un logiciel de gestion, effectivement, de documents, qui s'appelle BDF, pour base de fiches, et que j'ai commencé un peu comme logiciel métier en travaillant avec la fondation Charles Loppolmeyer pour le progrès de l'homme, et qui petit à petit a été travaillé pour devenir plus générique. D'accord, donc si je résume, toi finalement c'est par un besoin interne que tu as commencé à développer quelque chose, et est-ce que finalement Presti c'est la même logique, ou finalement ça a été identifié comme un besoin pour des entreprises, pour des collectivités ? Alors Presti c'est un logiciel de GED générique, c'est-à-dire qu'il veut répondre à un maximum de besoins qui va correspondre à toutes les entreprises, toutes les structures publiques ou privées. Après, nous, on a une approche justement d'avoir des interfaces plutôt métiers spécialisées pour plus orientées vers les utilisateurs, pour rendre la chose moins technique. Très bien. Je sais pas, Vincent, de ton côté, toi, finalement, t'as répondu à un usage interne, et est-ce que après, ça s'est ouvert vers d'autres structures finalement ?
Oui, c'était le but, sachant que c'est pas totalement évident parce que justement, quand ça répond à une logique initiale, tout le monde n'est pas adapté, ça s'adapte pas forcément à tous les besoins de tout le monde. Mais ce qui est intéressant dans cette idée de rendre ça générique, c'est en utilisant, donc on l'a utilisé également pour faire des sites de ressources documentaires. Et par exemple, j'ai également comme autre client une autre fondation. Donc c'est pas un hasard d'ailleurs si ces deux fondations, parce qu'elles ont les mêmes besoins les mêmes exigences elles ont des sous et puis elles ont un budget pour financer ça, et surtout elles ont des exigences de rapports, de compte rendu beaucoup plus fortes que ne peut être une simple association. Très bien, merci. Et alors du coup, je vais vous poser une question qui n'était pas prévue, alors attention, mais finalement, la licence libre, elle vous a facilité la circulation finalement du logiciel. Ça vous a facilité finalement le déploiement auprès de partenaires, auprès de clients ? Alors, je sais pas, Jérémy. Alors, moi, c'est plus là, ça nous a permis de le construire en fait, parce que on prend le meilleur d'autres logiciels libres, on les assemble et après on construit nous par-dessus. Donc ça nous a permis en fait de produire un logiciel de manière très rapide, en recyclant, en réutilisant ce qu'ont fait d'autres personnes. C'est là pour nous l'intérêt du logiciel libre. Et du coup, la brique initiale pour vous, Pristi, c'est ? Alors, le moteur principal, c'est Alfresco, qui est aussi un logiciel libre. On a gardé le moteur, mais il y a aussi une base de données que tout le monde connaît, PostgreSQL. Et on peut trouver un moteur de recherche qui s'appelle Solar. Donc, c'est un assemblage de briques très techniques. Et nous, on essaye de masquer tout ça derrière une interface simplifiée. Oui, c'est ça. Il faut que l'utilisateur, lui, il n'ait absolument pas vision de tout ce qu'il y a derrière. C'est ce qui rend le logiciel très, très utilisable. Alors après, je ne sais pas si on peut aborder la technique, mais côté fichothèque, la fichothèque, oui, même chose. Comme Jérémy, c'était naturel parce que j'ai pu développer ça parce qu'il y avait du logiciel libre et des bibliothèques libres qui étaient disponibles. J'imagine pas développer ça sans logiciel libre. Donc ça me semblait tout naturel de continuer là-dessus. Et puis, en fait, je suis venu à la militance dans le logiciel libre de manière générale en part de mon expérience de codeur où là, j'avais envie de rendre un petit peu tout ce que j'avais pu gagner grâce au logiciel libre. Oui, dans un premier temps, on utilise, on découvre, et puis après, ça semble logique, naturel, que de renvoyer à la communauté, finalement, ce qu'on a amélioré, ce qu'on a développé, quoi. Complètement, ne pas être un parasite. On en connaît. On va pas citer de nom. Merci alors déjà pour cette entrée en matière. Alors je sais pas comment vous êtes rentré. Bon, alors Vincent t'a un peu expliqué comment t'étais arrivé par le logiciel libre. Jérémy, de ton côté? Moi, j'ai commencé assez jeune aussi dedans. J'ai bidouillé l'ordinateur de la maison quand j'étais petit, et j'ai été formé par la LUG de Caen, la Calvix. Alors la LUG, c'est le groupe des utilisateurs de Linux. Alors j'habite plus Caen malheureusement depuis plusieurs années, mais c'est grâce à ce que les gens qui faisaient partie de cette association-là m'ont donné que j'ai pu progresser très vite, apprendre. Et pour moi, c'est une valeur essentielle. On est obligé de partager son savoir, le garder, c'est pas le faire progresser. Donc voilà, notre entreprise et l'entreprise que je pousse, c'est dans l'esprit de partage. Mais on fait aussi de l'argent. On est là aussi pour faire progresser nos affaires, mais pas aux dépens des autres. Très bien. Il existe encore le groupe d'utilisateurs de logiciels à Caen ? A priori, il existe encore, oui. Alors moi, maintenant, j'habite Dijon. Donc on va les saluer quand même. Je pense que c'est pas grave. Mais oui, Calvix, j'en ai de très bons souvenirs. Je me permets de signaler, je vais vérifier sur l'agenda-du-libre.org. Je fais un peu de pub pour cet outil qui permet de lister. On peut retrouver toutes les associations locales du logiciel libre partout en France. Donc, je vais vérifier si à Caen il y a toujours. Mais voilà, je me permets cette petite parenthèse. Et alors, du coup, je reviens sur la brique initiale, enfin une des briques initiales, puisque tu en as cité plusieurs tout à l'heure, Jérémy, Alfresco. Finalement, il y a un retour aussi à cette communauté-là quand vous développez Pristi il y a des échanges. Il y a comment ça s'articule finalement à une forme de partenariat, une forme de travail en commun. Alors, un des problèmes qu'on a vu, nous, avec Alfresco, c'est que c'est une entreprise qui a été rachetée par une entreprise américaine. Et depuis le rachat, le côté libre est devenu secondaire. Donc, nos développements, on les rend compatibles. Donc, on peut travailler. On n'est pas en concurrence aujourd'hui. On peut utiliser nos outils avec Alfresco.
locaux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'échange communautaire, il n'y a pas d'ambition de cette entreprise-là vraiment de développer un vrai esprit de logiciel libre, comme on pourrait le voir avec d'autres produits. Voilà. Donc non, on est à côté. On suit, on est le petit poisson qui suit la grosse baleine, et on profite un peu de l'écosystème qui a été créé et de cette image-là. Très bien. Et toi, Vincent, comment ça se passe finalement avec les communautés des briques logiciels libres que tu utilises ? Je dois avouer que là, de ce côté-là, je participe pas du tout. D'une part, parce que c'est parfois un niveau qui me dépasserait. J'utilise que 10% des fonctionnalités que me proposent, et là, je participe pas activement à ces communautés-là. Faut avouer que j'essaye. Parfois, l'expérience a montré que quand je veux faire utiliser des briques un peu trop innovantes, ça pose problème. parce que ça, c'est innovant sur le moment, et puis c'est pas maintenu, ou alors finalement on se rend compte que ça marche pas, ou c'est pas. Et donc en général, je prends des choses qui ont 5 ans d'âge quand je m'appuie sur une brique logicielle, parce que c'est plus sûr. Mais du coup, effectivement, je suis pas très dynamique dans l'innovation des outils là. Le logiciel se base sur Tomcat. Enfin, c'est un serveur d'application Java, et moi j'en suis à la version 8, et je vois qu'on est déjà à la 11. Mais je vérifie que c'est compatible. Ok. Bon, après, on sait par ailleurs que tu contribues au logiciel libre en faisant beaucoup la promotion à la radio, par exemple. Donc, tu es rattrapé. Alors, je sais pas, parlez-moi un peu des structures qui portent le projet. Le statut de la structure, quelle équipe s'il y en a une. Pardon, je parle pas dans le micro. Quelle équipe s'il y en a une, Jérémy ? Nous, c'est l'entreprise que j'ai créée, Jessie. On développe entièrement le produit. On a quelques contributions externes pour nous dire qu'il y a des petits bugs, mais ça reste encore très minime. Après, notre produit, il a 3 ans, donc on n'a pas eu le temps de développer une vraie communauté. Cependant, on travaille beaucoup avec, on en parlera tout à l'heure, avec les collectivités publiques, et elles sont demandeuses de créer une communauté d'utilisateurs, ou même d'ouvrir de la capacité à contribuer. Et donc là, on est tout à fait preneur. Après, il faut respecter des règles pour que les développements des autres s'intègrent dans le nôtre, mais c'est notre ambition. Ouais. D'accord, ok. Oui, en faire un commun numérique réellement, c'est-à-dire qu'il manque sans doute... Ça, c'est ce que moi j'ai constaté à ma petite échelle, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que quand le logiciel part d'une structure pour après essayer de s'émanciper, la question de la communauté n'a pas forcément été pensée en amont. Et du coup, c'est ce développement de la communauté qui est un réel enjeu pour que le commun... que le logiciel devienne un vrai commun numérique avec justement une communauté d'utilisateurs, de développeurs, etc., quoi. Donc Vincent, je sais pas si toi tu as... Moi, c'est pas terrible. Moi, c'est au niveau du codage, c'est une communauté d'hommes blancs occidentaux de plus de 50 ans. Enfin, faut dire que je suis tout seul dedans. Donc, j'ai pas une grande diversité. Alors il y a plein de raisons, mais c'est effectivement. Il y a aussi le fait que effectivement les destinataires du logiciel sont pas forcément ceux qui sont les plus actifs dans le monde du libre. Donc pour l'instant, j'en suis pas j'ai peu de contributions en termes de code. Par contre, j'ai l'avantage dans cette structure d'être en contact direct avec les gens qui utilisent. Et là, j'ai énormément de retours, j'ai pas de filtre, j'ai énormément de retours directs de développement possible, c'est très agréable. C'est très agréable d'être en discussion directe avec ceux qui l'utilisent. Et tu m'as pas dit que tu étais en lien avec une documentaliste aussi ? Un peu, non ? Oui, qui m'aide sur certains projets, qui elle fait par contre effectivement. Parfois, avec certains clients, par contre, c'est bien de être en contact direct. Et elle, justement, a cette grosse fonction de discussion avec un client pour monter une base de données. Merci. Jérémy, tu voulais compléter ? Oui, c'est vrai qu'on développe tous les deux un logiciel qui est à destination des entreprises, et donc on va pas créer une communauté d'individus. C'est pas comme par exemple un produit comme Nextcloud où les gens vont pouvoir l'installer chez eux et se sentir un petit peu propriétaires du produit. Nous, si on doit créer une communauté, ce sera avec d'autres entreprises, avec des développeurs salariés. Donc c'est plus difficile à développer, c'est moins naturel, c'est moins spontané. Faut le structurer, quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une communauté qui se développe naturellement autour de ce genre de produits.
D'accord, l'État tente ce genre de choses. Je pense au niveau de la DINUM, il y a des choses qui se passent quand même, me semble-t-il, pour justement, mettre en lien les gens qui développent pour l'État, par exemple. Je crois que, je précise, tu as dit DINUM, ce qu'il a dit, voilà, Direction interministérielle du numérique, voilà. Voilà, il y a des initiatives pour essayer de mettre en lien les développeurs qui travaillent justement pour l'État, qui développent des logiciels libres. Donc voilà, il y a bien à un moment donné une pertinence et un intérêt à essayer de les mettre en lien. Mais par contre, effectivement, il y a des moyens pour réussir à faire aboutir ça. Et ça, c'est pas simple. C'est du temps et des moyens et des gens pour pouvoir mettre en lien, animer une communauté finalement. Donc ça, c'est un vrai métier aussi. La différence, c'est qu'on va pas attirer de bénévolat sur ce genre de produit. Vu qu'il est fait pour les entreprises, personne va vouloir passer ses dimanches pour le développer. Et donc même la DINUM va financer en fait des développeurs. Très bien. Non, mais c'est un bel éclairage. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ces différents éclairages. Je peux juste dire si vous voulez, on avait reçu la DINUM qui avait notamment parlé de ces sujets-là, puis la communauté Blue Hats, voilà, c'est les différents développeurs au sein des administrations publiques, des développeurs de logiciels libres et développeuses. Et donc c'est l'émission 177 si vous voulez en apprendre plus. Vous êtes combien dans la société GECI ? Alors aujourd'hui, on est 4 dans la société. On a dû malheureusement réduire un petit peu la voilure, mais ça devrait reprendre l'année prochaine normalement la croissance, je l'espère. 4, c'est un peu juste pour faire ce qu'on développe. Avec des compétences essentiellement de développeurs, majoritairement ? En gros, on est 3 ingénieurs pour la partie développement, et on a Lucie qui fait office plutôt de product owner, donc alors product owner, c'est chef de projet en langage informatique, hein. C'est elle qui va définir un petit peu ce que les utilisateurs attendent et demander à ce que ce soit réalisé d'un point de vue technique. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que justement, c'est une personne qui n'est pas informaticienne à la base, hein, donc qui va vraiment avoir une vision utilisatrice. Et ça, c'est ce qui est très important pour nous, d'avoir pas que des informaticiens dans l'équipe, sinon on produit des outils qui sont beaucoup trop techniques en fait et que les gens n'apprécient pas. Très bien, merci. Alors, rentrons un peu dans les structures qui utilisent respectivement la Fichothèque ou Pristi. Vous pouvez un peu détailler, essayer de rendre concret un peu l'usage qui peut être fait du logiciel dans une structure. Vincent, tu commences ? Oui, alors donc moi au début c'est pour la fondation Charles Paul Meyer pour le progrès de l'homme, et là c'est la question de la gestion de la mémoire interne. À la fois compte rendu de réunions, annuaires, archivage de l'ensemble, gestion aussi de comptabilité analytique. Et donc on a construit en fait progressivement, d'année en année, à chaque fois on a rajouté une nouvelle chose qu'on mettait dans la base de données et qu'on mutualisait. Je précise, on travaille au quotidien, on a également un Nextcloud, mais en fait l'outil Fichothèque va servir sur toute la partie archivage. Nextcloud, de mon point de vue, est pratique pour un travail au quotidien, pour la sauvegarde de ce que les gens font. Et puis ensuite, il y a la partie vraiment d'archivage et aussi de transmission. Alors, il y a un point qui est aussi important, c'est que ça marche quand il y a une volonté aussi. C'est pour ça, on dit, c'est des logiciels qui sont destinés à des structures qui ont une volonté de la direction d'avoir des archives, d'avoir un effort inclus dans le contrat de travail d'ailleurs des gens pour qu'ils mutualisent, ils centralisent l'information. Donc toutes les structures malheureusement ne le font pas. On voudrait essayer de les convaincre d'en faire, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de structures qui laissent ça un peu aux soins des disques durs qui traînent. Donc c'est important, c'est que la structure initiale et la structure et cette volonté initiale. Moi, je vais donner l'exemple de la deuxième fondation pour laquelle je travaille. En fait, c'est parti où c'est un cas classique, ils avaient un tableur, et puis un jour ils se rendent compte qu'avec un tableur on peut pas tout faire, il faut passer à l'étape au-dessus et pour mieux stocker et mieux centraliser l'information, parce que tout traîne à droite et à gauche. Mais ça demande que la structure fasse cet effort, aussi un effort de management. C'est vraiment là-dedans
temps qu'on ait pour que ça marche, parce que sinon on a les bonnes habitudes d'hockey électronique où, comme je disais en introduction, tout traîne en pièces jointes, donc à quoi bon passer par ces interfaces compliquées, même si on essaye de faire les plus simples possibles, ce sera toujours moins facile moins habituel qu'un Google Drive ou que je ne sais quoi. Donc si je comprends bien, si on remonte dans les archives de la Fondation, on peut retrouver le compte-rendu de l'instance de gouvernance qui a décidé qu'il fallait gérer ça de manière plus propre que précédemment. En tout cas, la première fiche de suivi date de 1986 et on la retrouve dans la base de données. Ah oui, c'est une belle base de données là. Et du coup, voilà, on y retrouve à la fois des comptes rendus, on y retrouve les suivis de projets. J'imagine que la Fondation finance. C'est toutes les conventions avec les partenaires. En fait, c'est tout le bilan des financements donnés aux partenaires sur une très longue durée. Pour les conventions, ça remonte à 2002. Mm-hmm. Et voilà, c'est l'ensemble, les partenariats, les échanges avec un partenaire, et puis voilà, c'est l'ensemble. Tout est là. Ah oui, on pourrait comparer avec des structures qui n'auraient pas fait ce choix de penser la GED et de voir à quand remonte leur structuration de données, mais sans doute que ce serait beaucoup moins ancien, enfin j'imagine. On peut retrouver des données, mais ça risque d'être beaucoup plus épars et beaucoup moins organisé, j'imagine. Ouais. On imagine un disque dur qu'on peut tous avoir. Dans un tiroir. Et c'est forcément quelque part dans un disque dur. Alors après, comment on cherche dedans, ça, c'est une autre paire de manches. Ok, merci. Et donc, alors, pour Pristi, si on devait un peu rendre concret pour les personnes qui nous écoutent, alors, c'est vrai un exemple concret avec une collectivité ou je sais pas. Parce que c'est vrai qu'on peut déployer la solution partout. Plus récemment, on travaille avec des départements. Par exemple, le logiciel va servir à consulter des demandes d'assistance sociale, par exemple, ou des demandes d'agrégation, ou des demandes si par exemple une personne a besoin d'aide sur un handicap, il va faire la demande auprès du département. Il y a tout un dossier par individu qui est géré et va être stocké et regroupé dans la GED. Pour ces clients-là en tout cas, ça permet le contrôle des pièces, mais ça permet aussi de s'assurer que les pièces seront bien détruites quand on n'en aura plus besoin. Ça permet de éventuellement de faire des contrôles a posteriori. Donc il y a des cas d'usage comme ça très concrets, mais c'est vrai la plupart des projets, c'est de plus en plus, c'est des dossiers de travail, c'est-à-dire j'ai une équipe, je veux travailler avec lui, un ensemble de personnes sur des pièces communes, je vais créer un espace de travail conjoint, je vais inviter des personnes et je vais échanger, comme on pourrait le faire dans un drive américain. La différence, c'est que là, on sait où sont les fichiers, on sait à quoi ils servent, ils sont sur nos serveurs ou ceux des clients. Donc voilà, on a des usages assez divers, soit un usage vraiment bureautique où c'est les humains qui vont dans le logiciel créer du contenu, des rapports, des classeurs et compagnie, soit on va récupérer des données qui viennent d'autres logiciels. Par exemple, quand vous saisissez un formulaire en ligne, le formulaire, soit il finit dans une base de données, mais des fois il va finir sous un format PDF, et ce document-là va créer un dossier, votre dossier va être stocké quelque part dans la GED. Alors qu'est-ce qu'apporte plus Pristi que par exemple utiliser Nextcloud? Parce que finalement on pourrait se dire aussi que dans Nextcloud je peux partager mon dossier avec qui j'ai envie de travailler, je peux aller déposer toutes les pièces liées à un dossier. Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est de la métadonnée, beaucoup plus de métadonnées qui vont s'accumuler automatiquement. Si tu peux réexpliquer en passant les métadonnées, il en a parlé dans l'introduction Vincent, mais... Ah oui, une des grandes différences, là où on peut aller beaucoup plus loin avec Pristi qu'avec Nextcloud, c'est sur les métadonnées. Donc les métadonnées, c'est ce qui va donner de la valeur à votre donnée, qui va l'enrichir. Un fichier tout seul, il faut l'ouvrir pour savoir ce qu'il contient. En mettant des métadonnées, on va pouvoir décrire ce qu'il contient, savoir quel client est concerné, quelle personne est concernée. Voilà. Et on peut, avec le moteur qui est derrière Alfresco, définir des contraintes sur ces métadonnées-là très fortes. Et donc alors c'est pas quelque chose de très fluide, dans le sens qu'on peut pas définir des métadonnées à la volée, mais on va avoir une démarche de réflexion en amont en disant voilà, j'ai tel type de document, je veux qu'il soit tous les documents de ce même type-là et des métadonnées similaires, comme ça je vais pouvoir filtrer dessus. Par exemple, l'auteur, c'est une métadonnée la plus classique, je vais pouvoir filtrer dans mes 10 ou 20 ou 50 millions de fichiers tous les documents qui ont le même auteur de manière assez rapide.
Et pour compléter, je connais pas très bien Alfresco, mais il y a aussi toute la question de la gestion des droits d'accès aux données. Dans Nextcloud, à part juste partager le fichier avec un groupe, on peut pas faire grand-chose. Alors on peut être face à des données pour lesquelles c'est important de savoir qui a droit de regarder cette donnée, parce que beaucoup sont confidentielles aussi. Alors, on a un réglage plus fin, alors c'est ça? Oui, on peut aller très loin dans les permissions. Alors on essaye de cacher parce que ça devient très complexe, mais on peut être très très limitant. Et aussi dans Pristis, ce que nous on met en avant, c'est la traçabilité. On est capable de savoir pour chaque document, pour chaque fichier ou pour chaque personne qui a lu le fichier, qui l'a consulté, qui l'a copié, qui l'a supprimé. Ça c'est très compliqué à faire dans Nextcloud. Je dirais pas que c'est impossible, mais en tout cas notre solution est adaptée pour ce genre de besoin. Alors forcément, ça concerne pas un usage familial ou personnel, hein. C'est intéressant pour les entreprises. Si vous avez des données qu'on dit sensibles en termes de RGPD, j'ai pas besoin de préciser ce que le RGPD, malheureusement je crois que tout le monde sait ce que c'est. On peut dire quand même que c'est le règlement général de protection des données. Voilà, normalement tout le monde est censé être sensible à ça, et donc on a des règles en particulier pour les données dites sensibles, donc qui concernent la santé des personnes, les religions, ce positionnement politique. On doit faire encore plus attention pour ces documents-là, et donc nous on fournit un service pour pouvoir tracer après qui a lu nominativement, qui a consulté, qui a copié ou imprimé ces documents-là. Voilà. Merci Étienne, tu avais une question. Alors, la pause musicale va arriver, mais j'avais une question, peut-être une illustration. Alors, Vincent pourra corriger, mais un exemple peut-être d'usage et aussi d'utilité que peut avoir ce genre de fiche, parce que pour Libre à vous, Vincent a développé un outil qui nous a aidé à mettre en valeur les musiques libres. Donc maintenant, si vous allez sur le site, vous avez tout un tableau qui récapitule avec toutes les métadonnées qui vont bien les musiques libres développées. Nous, on a des accès spécifiques pour pouvoir agir sur ces données-là. Et si je ne me trompe pas, tu t'es parti de la fichothèque. Alors, est-ce que c'est de la GED? Et je vois en tout cas, moi, en termes de mise en valeur de ces données et de manière de les gérer, ce que ça a pu impacter. Oui, c'est vrai que les frontières sont floues, et avec GED, il y a plein de logiciels qui permettent d'en faire. On reviendra là-dessus. Oui, j'utilise ce logiciel-là. Je dirais que si on avait mis également les fichiers audio, on serait totalement il y aurait le document le document enregistré. C'est pas le cas. Nous, on fait un renvoi, mais c'est l'idée. En tout cas, c'est d'avoir justement de définir pour chaque type de contenu, de définir les métadonnées qui nous intéressent et d'avoir une interface pour les saisir et les mutualiser. Typiquement, on aurait pu gérer ça dans un premier temps par un tableur, et puis progressivement, on se serait rendu compte que le tableur devenait très gros, que ça aurait été compliqué. Donc c'est un peu une étape au-dessus du tableur. D'accord, merci beaucoup. Et je veux aussi préciser d'un retour d'utilisateur, parce qu'avec mes collègues, on t'a remonté nos besoins quand tu as créé cette base, et c'était très intéressant d'avoir cet échange. Voilà, on veut faire ça, on aimerait faire ça. Tu nous disais ça c'est possible ou pas, ou voilà comment on peut faire, et de voir cet outil se construire par nos échanges. Moi, j'ai trouvé ça d'un point de vue non informaticien très très intéressant. Voilà. Et comme je disais, on va faire une petite pause musicale avant de poursuivre cet échange fort intéressant, justement. Nous allons écouter Girl from the City of Steel par Olzina. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. My love for you.
Nous venons d'écouter Girl from the City of Steel par Olzina, disponible sous licence Creative Commons 0CC0. Je précise que cette licence n'est pas en tant que telle directement applicable en France, où un auteur ou une autrice ne peut, d'un point de vue juridique, renoncer à ce qu'on appelle ses droits matrimoniaux. Quoi qu'il en soit, cette licence C0 permet la liberté d'utilisation, de modification, de diffusion et de partage de cette musique, y compris à des fins commerciales. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Vous écoutez toujours Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Laurie Costi anime un sujet sur la gestion électronique de documents avec ses invités Jérémy Lesage et Vincent Calam. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Bouton de chat. Et Laurent, je te laisse à nouveau la parole. Merci. Alors, même si on en a un peu parlé, du coup, je vais reposer un peu la question de comment ça marche concrètement. Ça permettra de continuer à appréhender finalement ce qu'est la GED, la gestion électronique de documents. Vincent, tu peux essayer de réexpliquer un peu finalement comment ça se construit. Oui, je voulais aussi préciser qu'un outil de GED, c'est beaucoup. On voit l'image de déposer un fichier. Ça, c'est le b.a.-ba d'un outil de GED. Mais ça, en fait, on s'aperçoit, il y a énormément d'outils qui permettent d'en faire. Je veux dire, si, par exemple, vous avez un wiki, une association, un wiki, il y a toujours la possibilité de déposer un fichier, joint. Vous pouvez, avec les logiciels de gestion de contenu, pour faire des sites internet. Des sites internet, par exemple, avec Spip ou WordPress, vous pouvez avoir une partie ressources documentaires, vous déposez vos documents. Donc, on est si on prend GED dans un sens très large, comme je l'ai pris en introduction, on gère des documents. Après, ce qu'un outil plus sophistiqué va pouvoir permettre, c'est aussi en produire des documents. Pas seulement archiver des fichiers, mais en produire. Et notamment quand on a des documents formatés. Donc j'ai donné l'exemple comme une fondation des conventions de partenariat, où quand ça suit une structure assez précise. Il y a l'adresse du partenaire, s'il y a un deuxième partenaire, l'historique du partenariat, quel montant, et ainsi de suite. Et ça, il y a deux solutions. On peut très bien avec LibreOffice faire un modèle de documents. Ça, c'est plus comme ça je veux dire que c'est spontanément, c'est ce qu'on ferait au début, mais avec un outil de GED, et en tout cas dans celui que j'ai développé, c'est par des formulaires où on saisit l'information dans des champs, et ensuite, une fois enregistré, il y aura une production automatiquement du fichier format LibreOffice ODT prêt à la signature. Donc évidemment, en fait, en saisissant cette information, on gère à la fois le contenu, on la classe automatiquement, parce qu'on dit c'est dans telle ligne budgétaire, et après il y a tous les classements internes de la structure, toutes les questions de nomenclature et ainsi de suite. On lit ça à la fiche du partenaire qui permet de retrouver toutes les conventions du partenaire. C'est un peu c'est quelque chose qui fait tout à la fois le saisie des métadonnées et la création du document lui-même. Oui, c'est ça. Et finalement, la GED aussi permet des vues différentes. Finalement, je peux avoir le point de vue finalement du partenaire pour avoir l'ensemble des conventions qu'on a passées avec lui. Je peux rentrer par le partenaire pour avoir cette vue d'ensemble, mais je peux rentrer aussi par la question des conventions. En fait, on peut générer des vues très différentes en fonction de toutes les données qui sont dedans. C'est ça aussi que permet la GED a priori. Oui, en fait, il y a une base on établit des relations, et le but après, c'est que comme c'est plus laborieux à saisir quand même dans une interface de GED que juste taper dans son traitement de texte, il faut montrer à l'utilisateur final l'intérêt qu'il a, et notamment en termes de mise en relation des éléments entre eux. Ça permet d'établir des tableaux de bord. Je dis souvent, c'est important quand on met en place un tel outil, c'est qu'il y a la partie saisie, qui est très importante, mais il y a aussi la partie valorisation, qui est aussi très importante. C'est ça convainc. Plus les données seront bien valorisées, plus on aura envie de saisir de bonnes données. Sinon, ce qu'il y a de pire, c'est une base de données mal saisie aussi. Ça, c'est un intérêt très limité, parce qu'ils vont parfois pas d'information qu'une mauvaise information. Et plus elle sera valorisée,
Et soit au niveau de la direction, c'est aussi on dit en termes de management, soit même pour la personne elle-même qui saisit, plus la donnée sera de qualité. Ouais, mais là aussi, il y a tout un enjeu, il y a tout un équilibre. Alors, je me tourne vers Jérémy, mais souvent, moi, je suis confronté à des questionnaires, et puis il y a des questions, j'ai pas envie d'y répondre, c'est des questions obligatoires, donc en fait, j'ai pas envie, et puis du coup, je passe à autre chose, quoi. Il y a tout un équilibre à trouver entre penser à la manière dont va penser l'utilisateur, l'utilisatrice, et puis la donnée dont on a réellement besoin. Enfin, comment ça s'articule, ça, parce que c'est hyper sensible. Enfin, moi, il y a des fois, quand il y a un questionnaire qui m'oblige à répondre à une question à laquelle j'ai pas envie de répondre, et que la question est obligatoire, et ben, alors soit c'est vraiment un questionnaire indispensable et je le renseigne, soit je passe à autre chose et je ne remplis pas le questionnaire. Enfin, j'imagine que ça aussi, ça se construit avec le partenaire. Oui, il y a toujours, si les interfaces sont trop complexes ou pas agréables, il y a toujours un comportement d'évitement en fait, de l'utilisateur. Oui. Alors certaines structures qui ont les moyens vont engager des spécialistes de la gestion documentaire pour faire soit la saisie, soit la validation que les données sont bien là. Sinon, on réfléchit à des solutions pour automatiser. Alors maintenant avec l'IA on va pouvoir faire un peu mieux encore, mais l'idée c'est de réduire le nombre d'étapes que va devoir saisir l'utilisateur. Par exemple, on peut aller récupérer des informations dans une autre base de données. Pourquoi systématiquement taper votre nom, votre prénom, votre adresse mail alors qu'en fait on sait que c'est vous à partir du moment où vous êtes authentifié. Pourquoi vous devez renseigner le nom du fournisseur alors qu'il est dans l'entête de votre document. Tout ça, on va essayer d'améliorer le processus pour que l'ordinateur fasse le travail un peu à notre place pour que ce soit mieux accepté. Oui. Alors, tu as commencé à évoquer l'IA, mais du coup, j'ai une question un peu préalable qui va nous amener vers l'IA, mais finalement, la quantité de données, au fil des années, peut être extrêmement importante. Alors, tu évoquais le premier document tout à l'heure sur la fichothèque en 86, je crois. Alors, je sais pas combien il y a de fiches maintenant. Et puis, tu pourras aussi peut-être donner la quantité de données qui est gérée au quotidien par Pristi. Donc, je sais pas, Vincent, d'abord, pour dire le nombre de fiches. Je crois que dans les fiches de suivi, on va être à 30 000 ou donc 35 000. Voilà, alors elles sont pas toutes lues. D'accord, mais on imagine transposer ces 30 000 fiches qui contiennent plein de champs dans un tableur. Effectivement, ça devient plus gérable. Donc c'est vrai que ça s'ancre dans le temps. Chez Pristi, ça dépend vraiment des clients. On fait des reprises de données, des fois de plusieurs dizaines de millions de fichiers, parce qu'on récupère des historiques qui s'accumulent avec le temps. Donc on fait des migrations. On a des clients qui abandonnent des jets propriétaires pour venir dans des solutions plus libres, et donc on les migre. Et donc c'est des traitements. Des fois, ça dure une semaine pour récupérer la base complète des données. Les plus grosses bases font 7 ou 8 téraoctets de données, et c'est des PDF. C'est pas des images. D'accord, d'où là, effectivement, potentiellement une pertinence pour l'IA de pouvoir classer, de pouvoir faciliter le travail de GED. Comment ça se présente finalement? Alors, il y a beaucoup de choses autour de l'IA, on pourra en discuter des heures, mais... L'IA, il y a beaucoup de choses. Après, on peut revenir sur pourquoi est-ce que les entreprises font le choix de mettre ça dans une GED, leur document. Si je prends une analogie avec ce que tout le monde a dans la poche, un téléphone, on va prendre des photos avec son téléphone, on peut prendre des photos avec son appareil photo. On peut nous envoyer des photos par mail. Et si un jour je veux regarder toutes les photos qui sont en ma possession, faut que je prenne mon téléphone, ma tablette, mon appareil photo, mon ordinateur, il y en a partout. Et ce souci-là, les entreprises ont le même. Elles ont des dizaines de logiciels qui produisent des documents. Et avant d'avoir une GED, on est obligé d'aller fouiller dans tous les logiciels pour pouvoir consulter l'entièreté des documents disponibles. La GED centralise. Et ça nous permet ensuite de classer de manière plus ou moins automatique et de rechercher de manière plus ou moins automatique. Donc naturellement déjà on peut rechercher sur les métadonnées, on peut rechercher sur l'intérieur du contenu parce qu'on a des moteurs de recherche qui le supportent. L'IA va nous permettre d'améliorer encore la qualité de recherche en donnant une plus grande valeur sur le contenu, en disant en fonction... je vais pas rechercher sur un mot-clé. Par exemple, je veux la facture de ma dernière voiture. Si je mets facture et voiture, je vais avoir des centaines de réponses. Si je demande à un IA, sors-moi la facture de ma dernière voiture, elle va comprendre l'intention.
à comprendre, ça reste entre guillemets. Voilà. Elle va extraire l'information de la date, de la temporalité, ajouter automatiquement pour moi un filtre sur la date et isoler le document qui m'intéresse. Donc c'est là où l'IA nous fait gagner du temps en fait, parce qu'on est un peu feignant, on va pas ouvrir le formulaire de recherche avancé, saisir le paramètre avec l'appelage de la bonne date, savoir qu'est-ce que c'était un PDF ou est-ce que c'était un autre format de document. Non, l'IA va pouvoir faire ce travail-là à notre place. Et vous en êtes où alors par rapport à Pristi ? Vous êtes dans les prémices ? Aujourd'hui, alors l'année dernière, sur les salons, je disais toujours, aujourd'hui, il y a 50 acteurs, donc j'attends de savoir combien vont rester pour faire mon choix. Là, ça commence un petit 50 acteurs qui proposent finalement des outils à intégrer à la GED, c'est ça ? Oui, c'est ça. Enfin, à la GED, non, de l'IA en manière générale. Vous avez des centaines de moteurs différents, des solutions très différentes. En open source, un peu moins. Mais pour autant, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Quand on est trop en amont sur l'innovation, des fois on se trompe. Et nous, on peut pas trop se permettre de se tromper parce que si on investit beaucoup d'argent dans des nouvelles technologies, on doit avoir un retour sur investissement. Donc l'année dernière, on attendait de voir qui allait être en vie, encore en 2025. Là, on commence à en y voir plus clair, mais on a une problématique, c'est encore une fois, on a un dumping américain. Quand je dis à mes clients, avoir un moteur d'IA, ça nécessite de l'infrastructure un peu spécifique et donc ça coûte de l'argent. On me répond que ChatGPT, c'est gratuit. Et toujours, cette notion de gratuité, c'est les Américains qui on parle beaucoup du dumping quand c'est pour des vêtements qui viennent de Chine ou d'Asie en disant c'est pas normal, ils payent pas la même chose que nous. C'est pareil pour l'informatique. Vous avez des logiciels gratuits et on nous demande nous de faire mieux, mais gratuit aussi. Mais on peut pas faire gratuit. On n'a pas les moyens de faire gratuit. Donc aujourd'hui, on en est là où on a des solutions techniquement qui sont envisageables, mais des solutions qui sont libres. En termes de moteur d'IA, c'est très compliqué. Il y en a pas a priori, ou alors en tout cas selon la définition de l'Open Source Initiative, qui a donné quand même une définition de ce que serait une IA open source. Alors, open source, c'est une chose. Après, morale, parce que forcément, on s'enrichit du savoir des autres. Donc, quelle est la moralité de ce genre d'algorithme qui va pomper des informations? Donc, il faut que ce soit libre, open source, moral, et que ça fasse concurrence à des acteurs qui, eux, n'ont pas cette moralité et vont pouvoir taper dans des bases de données gigantesques. Donc, on va forcément, si on va être 100% libre, on va avoir un problème de compétitivité, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire aussi bien. Et ça c'est un vrai problème. Et après, on a le problème du coût. Aujourd'hui, les clients sont pas prêts à payer parce que c'est gratuit ailleurs. Alors qu'on sait que par ailleurs, l'IA demande pas mal de ressources pour les calculs, même en interne. Enfin, si ça doit s'installer en local, j'imagine que ça consomme énormément d'énergie et que ça, c'est pas... Déjà, ça consomme la production des cartes graphiques qu'on doit utiliser. C'est pas forcément, surtout qu'elles ont une durée de vie, finalement, elles se font remplacer au bout de 2 ans. Donc la pérennité de ce qu'on propose, c'est pas hyper intéressant. On a aussi, ça consomme énormément de flux réseau, de consommation électrique. C'est vrai qu'on nous demande de faire de l'informatique écologique. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on propose l'IA. Là, on est dans 2 mondes qui s'opposent radicalement. Donc, on va le mettre en place. Je pense que ce qu'il faut d'abord se poser comme question, et c'est à mon avis le plus important, c'est pour quel usage. C'est-à-dire que l'IA fait des choses qui sont magnifiques, mais qui servent souvent à rien, comme beaucoup d'évolutions dans l'informatique. Et donc, quel est l'usage réel ? Aujourd'hui, on a des usages assez faciles d'enrichissement automatique, de classement automatique, de typage automatique, pouvoir reconnaître. Voilà, je sais que c'est une facture, je sais que c'est une œuvre. Voilà, ça c'est intéressant. Mais les autres usages, est-ce qu'ils sont réellement pertinents ? Est-ce qu'ils vont vraiment apporter de la valeur ? C'est ça la question qu'il faut se poser, je pense. Merci. Donc pour l'instant, prudence, toujours observation, et puis sans doute que ça sera intégré, mais en réflexion au sein de.
Et toi, alors, la fichothèque, l'IA? Moi, je suis comme Jérémy, et encore, je vais attendre que les gens essuient les plâtres et on verra dans 5 ans. J'avais dit, pour l'anecdote, directeur de la fondation Charles Oppelmeyer était une réunion organisée par un organisme qui s'appelle Swiss Foundation et qui réunit des fondations. Et ils avaient un intervenant qui leur disait plein de bien de l'IA pour traiter les demandes de financement. Et en fait, traiter les demandes de financement, c'est la base du travail d'un responsable de programme de fondation. Donc en fait, il était en train de leur expliquer comment ils allaient être remplacés par une IA fantastique. Donc moi, je pense que je resterai à une niche, une niche particulière d'outils sans IA. De toute façon, j'ai en termes effectivement de puissance, de budget, de compétences, moi, je serais complètement largué. Donc, oui, il est moins générique que ton outil est moins générique que Pristy par exemple aussi, puisqu'il a d'abord été pensé pour une fondation et il demande peut-être plus d'adaptation pour quelque chose de plus générique aussi. Après, je sais pas à partir de quelle quantité aussi de données qu'on lui fait mouliner, une IA est pertinente. Je veux dire, est-ce qu'il y a 5000 documents, on obtient déjà des choses ou je sais pas du tout. Mais je pense que ce sera moi non plus. Ce sera la prochaine génération de répondre pour moi. Tu parlais tout à l'heure, Jérémy, d'une grande quantité de données. Alors le RGPD, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais du coup, normalement, impose la suppression de données. Donc, on pourrait penser que ça va finir par se réguler. Mais est-ce que la quantité de données, elle augmente toujours finalement? Parce qu'on augmente le nombre de métadonnées au fil des années. Donc, du coup, on peut pas finalement rester sur une constante de quantité de données. Non, c'est impossible, d'autant que toutes les démarches maintenant sont numérisées. Donc, forcément, dès que vous faites quelque chose aujourd'hui, ça génère une donnée. Et encore, là, on parle avec la GED que des données, humaines. Donc, les documents que vous pouvez lire. Mais il faut imaginer la quantité de données, ce qu'on appelle des data ou des métriques, des données de mesure qui sont générées à la seconde dans le monde. C'est phénoménal. Pour des besoins qui sont en plus éphémères, hein. Chaque serveur va générer à chaque seconde une centaine de métriques pour s'assurer qu'elle est en bonne santé. Donc si vous imaginez le nombre de serveurs qui sont déployés en permanence, c'est des terras de données, de données qui servent à rien. A priori pas nominative, donc qui ne concerne pas la RGPD. En pratique, il y a toujours l'adresse IP, l'identifiant utilisateur, qui permet ou même les dates de connexion qui permettent de rapprocher l'usage des personnes. Donc non, le flux d'informations ne peut pas réduire tel qu'on conçoit l'informatique aujourd'hui. Merci. Alors Vincent, t'avais mis une petite question dans le wiki, dans le pad, pardon, de préparation d'émission. Tu parlais de la GED pour les associations, parce que c'est un sujet qu'on aime bien creuser tous les deux. Qu'est-ce que tu en penses après avoir croisé finalement pas mal cette question-là auprès de structures? Comme tu disais, en termes d'interface, quand toi-même tu évoquais les formulaires que tu n'as pas envie de remplir, le problème d'une association, c'est pas le problème, une association repose sur des bénévoles, et notamment, et on peut beaucoup moins les contraindre que un salarié où c'est dans son contrat de travail qu'on lui dit si tu fais une réunion, tu dois faire un compte rendu que tu saisis dans la base de données en suivant tel champ. Demander ça à des bénévoles me semble, un peu plus compliqué. Et c'est un peu ça, sans doute aussi un peu le frein, c'est-à-dire on peut pas mettre en place des outils trop complexes parce que il y a un taux de rotation fréquent, puis effectivement un bénévole a ses propres habitudes et on peut pas le chambouler comme ça. On rappelle qu'effectivement sur 1,4 million d'associations en France, 90% d'entre elles ne sont gérées que par des bénévoles. Donc effectivement, la question du bénévolat, de l'outil informatique et de la contrainte de l'outil informatique, elle est réelle, quoi. Là, je pense que tu pointes quelque chose d'important. Du coup, après, je peux juste témoigner aussi, moi, des interventions que j'ai pu faire aussi en milieu associatif. Je réponds à la question que j'ai posée, c'est pas mal. C'est intéressant en tant qu'animateur. Non, mais ce qui me semble important aussi dans le monde associatif, c'est de réussir à faire prendre conscience de la nécessité d'organiser en commun, en fait. Et ça, c'est pas simple, hein, parce que si ça n'a pas été pensé, si ça n'a pas été accompagné,
Bah oui, les gens enregistrent sur leur disque dur. Alors, ils utilisent les outils qui sont à disposition parce qu'il y en a un qui a pensé à utiliser Google Drive, machin. Donc, on commence à se mettre des règles. Mais comme c'est pas, à un moment donné, c'est pas pensé, c'est pas structuré, ça reste extrêmement compliqué. Et il faut, parfois, c'est important d'avoir une tierce personne qui va venir aider à penser ensemble, à structurer pour que justement on pense en amont les droits, les accès, etc. Jérémy, tu voulais compléter? Oui, il y a un autre point qui est très important avec les associations, qui rejoint exactement ce que vous êtes en train de dire, c'est que on a un niveau de connaissance de l'informatique qui est très disparate dans les associations, surtout si vous prenez les associations qui sont dans les villages, les associations sportives, vous pouvez avoir des gens qui utilisent l'informatique tous les jours et d'autres jamais, et donc trouver des outils qui correspondent au niveau de compétences de chacun, c'est très très compliqué, d'autant qu'on peut pas former les gens, vu que c'est des bénévoles et qu'on n'aurait pas les moyens de les former de toute façon. Donc trouver, mais c'est vrai pour tous les produits informatiques, trouver un moyen de se dire aux bénévoles, c'est un bien pour tout le monde parce que ça va améliorer notre qualité de travail, mais en face vous avez des gens qui ont du mal à écrire un email. Il y a une vraie distance qui se crée dans les associations comme ça, et donc on va préférer ne pas déployer de solutions pour pas créer de distance, pour pas mettre un frein à l'intégration dans les associations. Bon, il existe des programmes de formation des bénévoles, et ça c'est extrêmement important. Enfin là du coup j'en parle parce qu'on a déjà parlé de Bénéva Libre, l'émission Étienne va nous aider. Voilà, c'était il y a pas longtemps. Mais du coup, oui, il existe des programmes de formation pour les bénévoles, et c'est là qu'on mesure finalement la capacité à mettre tout le monde autour de la table et à faire converger vers un usage et à animer après autour le logiciel et faire que ça prend et que ça reste dans le temps. Et c'est ça qui est compliqué en fait. C'est ça qui est pas pensé parce que les bénévoles sont sur leur objet associatif et que prendre du temps pour se former à un outil informatique, ça reste en tout cas dans leur esprit secondaire. Mais on se rend compte que quand on arrive à le mettre en place, c'est bénéfique pour tout le monde, pour l'association et même pour les bénévoles qui acquièrent des compétences d'ailleurs. Bénéva Libre, c'est l'émission 226. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup, Étienne. Il nous reste 5 minutes. Donc, vous avez 2 minutes 30 tous les deux pour, compléter. Alors, il y avait peut-être la question écologique d'un GED, l'intérêt d'un GED sur le plan écologique. Alors, on a parlé de l'IA qui va sans doute pas aider, mais peut-être qu'il y a des avantages en termes de gestion de données qui fait qu'on consomme un peu moins d'énergie. Alors, c'est un sujet qui est très, très compliqué. Et, nous, en tant qu'entreprise, on est embêté avec ça. Je dis embêté, c'est gentil, mais c'est juste qu'aujourd'hui, dans les marchés publics, on doit dire dans quelle mesure on respecte un petit peu les contraintes environnementales. Alors c'est très compliqué de répondre sans dire des choses qui sont ce qu'on appelle du greenwashing. Voilà, ce qui est notable, c'est que on cherche en tout cas à changer les usages, éviter de dupliquer les contenus, éviter de les envoyer par mail 50 fois, 100 fois dans des reply tous qui sont inutiles. Donc ça a un intérêt. Après, je sais pas si on peut aussi avoir un intérêt en termes d'archives. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune des rayons, des couloirs remplis de boîtes d'archives qui avaient été imprimés des documents qui avaient été imprimés pour mettre dans des boîtes et pour être détruits au bout de 10 ans. Tout ça, on l'a économisé, mais est-ce vraiment plus écologique que de stocker ça sur des serveurs ? Je n'en sais rien. La question reste en suspens. Vincent, je sais pas si t'as un avis. Après, il y a toute la question de l'optimisation des programmes, etc. Mais c'est vrai que ça reste finalement assez faible devant la consommation énergétique qui se rajoute au fur et à mesure du temps, avec la quantité de données qui augmente finalement, parce qu'on a toujours besoin d'une métadonnée supplémentaire. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Finalement, réduire la quantité de données captées, enregistrées reste impossible dans le monde qui va de l'avant, en tout cas dans ce qu'on Moi, je pense déjà, si on peut éviter de dupliquer trop la donnée, c'est déjà pas mal. Si on peut éviter d'avoir trop alors, si on stocke que du texte brut, c'est rien du tout en termes de données. Donc déjà, quand on stocke du texte brut par rapport à un fichier PDF scanné de quelque chose d'imprimé, on gagne énormément. Donc on peut effectivement avoir des données un peu plus sobres là-dessus en les structurant mieux, quoi. Très bien. Donc il vous reste chacun une minute, 2 minutes pour donner un point que vous auriez oublié ou sur lequel vous voulez insister. Oui. Pardon. Je pense que ce qui est
c'est important, c'est de se mettre si on est dans une structure qui est, notamment les associations dont j'y reviens, qui ont un fort taux de rotation, c'est aussi un aspect, je pensais à chaque fois les fois où vous débarquez dans une structure et que vous devez récupérer de l'information, savoir par exemple ce que faisait la personne à votre poste avant ou choses comme ça. Par cette expérience, et là aussi vous verrez l'intérêt d'une bonne GED, parce que c'est aussi comme ça que vous pouvez, quand vous arrivez dans une structure, retrouver l'historique de l'ensemble et faire réaliser vos missions. Merci. Jérémy, oui, mot de la fin. C'est peut-être un peu tôt, mais mot de la fin, non, c'est très bien. Bon, parfait. C'est assez comment dire, la GED, j'ai l'impression qu'en fait on essaye voilà, je perds mes mots à la fin de l'émission. Oui, alors où il y a de la GED, il n'y a pas de plaisir. Je peux peut-être penser que je ne j'avais trop. Non, il fallait pas la faire, mais c'était pour débloquer un peu. Pardon. C'est pas un bel acronyme en fait qui est un peu un fourre-tout. On me demande souvent c'est quoi la GED et je dirais plutôt qu'est-ce que ça peut vous apporter, à quoi ça va vous servir. C'est vrai que personnellement, dans ma vie de tous les jours, je l'utilise pas parce que pour gérer mes factures personnelles, c'est un peu trop gros. Donc j'utilise un Drive comme tout le monde, alors que pourtant je vends des solutions très complexes. Il faut quand même rester à hauteur de la mesure, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va vous apporter. On parle beaucoup de logiciels, mais nous, si on fait des logiciels libres, c'est qu'on considère que la valeur, elle n'est pas dans le logiciel, elle n'est pas que dans le logiciel, elle est dans tout ce qu'on apporte à côté. Donc bien sûr la maintenance, que tout fonctionne, mais surtout l'accompagnement. Pourquoi vous mettez en place ce genre de solution? Qu'est-ce que ça va vous faire gagner comme temps? Qu'est-ce que ça va pas vous faire perdre? Et en fait le facteur humain dans l'informatique, c'est ça qu'il faut mettre en avant. On est des développeurs, mais on travaille pas pour faire des logiciels, on travaille pour des humains en face. Et donc c'est ça qu'il faut mettre un peu comment dire, dans l'esprit du logiciel libre, hein. On n'est pas là pour vous vendre quelque chose, on est là pour vous faire aller plus vite, aller mieux dans votre travail quotidien. Voilà. Belle conclusion, oui. L'accompagnement, la formation, ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport aux bénévoles. Mais c'est vrai que le côté humain, il est essentiel. Parfait. Je trouve aussi que c'est des beaux mots conclusifs d'un bel échange. Merci Vincent, merci Jérémy et merci Laurent pour ce temps d'échange. Il fallait justement, on est pile dans les temps parce qu'on a une superbe chronique qui va suivre. Voilà, une chronique où l'humour sert à la pédagogie, à moins que ce ne soit l'inverse. En tout cas, vous pourrez retrouver toutes les références de l'émission de ce jour sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/229 et nous allons à présent faire une pause musicale. Nous allons écouter Tobas del Carnaval par Carlos Carti. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Topaz del Carnaval par Carlos Carti, disponible sur licence libre Creative Commons Attribution. C'est Seba, et puis j'en profite pour remercier le groupe de bénévoles, parce que l'April il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent qui bossent à l'April de manière bénévole. Je m'en mêle dans mes mots, ce n'est pas grave, mais en tout cas qui nous proposent toujours de super musique libre, donc merci à elles et eux. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Étienne, connu pour l'April, et nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec notre dernier sujet, la flemme du paramétrage des données privées. Une chronique à cœur vaillant, la voix est libre, proposée par Laurent et Laurette Costi. Alors Laurent est avec nous en studio, mais on va quand même laisser la parole à Laurent du passé et à Laurette du passé. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Bouloulou, j'ai la flemme d'écrire une chronique. On va meubler ma louloute aujourd'hui. On va ressortir des vieilles news du milieu de l'internet. Ah bah tiens, justement, la version 1.12 de la bataille pour Westnot vient de sortir en ce début d'année 2015. Bon jeu libre sympathique, effectivement, la bataille pour Westnot est excellent pour aiguiser sa stratégie tour par tour. Publié sous licence GNU GPL V2+, traduit en français, on peut jouer en solo via des campagnes ou en multijoueur dans un univers médiéval fantastique. Mais en 2024, la version à jour est plutôt la 1.18. J'ai la flemme, je te dis, comment je peux faire pour outrepasser cette flemme ? Eh bien, comme l'outre-terre des royaumes oubliés dans Donjons et Dragons, 2015 est l'outrepassé de la bataille pour Westnot. Pour ta flemme, j'ai la solution. Elle est plutôt visuelle, mais elle fonctionne. Tu vas rotationner à 180 degrés dans ta tête le premier E de flemme, et voilà que le mot se transforme en flamme. Voici le feu bouté à ton enthousiasme et encore un début de chronique complètement foutraque que tout le monde va devoir réécouter 3 fois. Certes, mais grâce à toi, on peut attaquer. Je crois que j'ai très envie finalement de te parler de données et de sécurité. Ah, mais c'est super ça. Youpi, yukaidi, yukaida. Ça me rappelle toutes les belles histoires que tu me lisais avant de m'endormir quand j'étais petite. Quel bonheur. Toi qui fais du sport, tu connais sans doute l'application Strava. Mais je sais que tu ne l'utilises pas pour éviter de faire de la peine à ton pauvre père, qui verrait sinon les données et les performances de sa fille être exposées sur les internets. Oui, je confirme, je l'utilise pas, mais je connais. Et comme dit le site, Strava est le réseau social des athlètes. Ah bah oui, alors c'est vraiment pas pour moi. Éventuellement, quand j'étais jeune et performant, j'aurais peut-être aimé gaver les autres avec mes modestes exploits sportifs. Mais je me demande de plus en plus qui ça peut intéresser. Attends, je continue. Enregistrez votre activité pour la retrouver dans votre flux Strava, où vos amis et les personnes qui vous suivent peuvent également partager leurs propres courses et entraînements. Donnez des kudos pour féliciter les performances de chacun et laisser des commentaires. Donner des cadeaux pour faire une course ? Non, papa, des kudos. C'est un terme anglais pour désigner la gloire et le renom qui découlent d'une action réussie, selon Wikipédia. Il faut toujours des mots bizarres dans une appli pour que la communauté se sente unique, pour qu'elle puisse expliquer aux autres ce que ça veut dire, etc. Et quand on sait ça, on se sent appartenir à la communauté, ouais, je comprends. Mais j'y pense, je te filerais plutôt un kudo pour Noël. Et ta lutte contre le capitalisme est bien pratique pour dissimuler ta pingrerie, mon cher papa. Mais bref, revenons à Strava et commençons par regarder ce que dit le site TOSDR de Strava. TOSDR de Strava, c'est limpide comme expression. C'est évident, tout le monde comprend en un clin d'oreille. Bon, plus sérieusement, Strava, je commence à cerner, on vient d'en parler, mais TOSDR, il faut que tu éclaircisses pour nos poditeurs et poditrices plongés dans le noir inquiétant de la méconnaissance. Ah ouais, tout ça. Bah, TOSDR, site accessible grâce à l'URL https://tosdr.org, est aussi un acronyme anglais pour Terms of Services Didn't Read. Autrement dit, en français, conditions d'utilisation non lues. C'est un merveilleux site pour celles et ceux qui ont la flemme de lire les conditions d'utilisation générale d'un service sur internet avant de commencer à l'utiliser. Est-ce bien utile de créer un tel site? Tout le monde les lit, les CGU, non?
C'est pas parce que tu m'en lisais après m'avoir parlé de données et de sécurité pour m'endormir le soir que tout le monde prend le temps de faire ça, papa, hélas. Mais passons Strava à la moulinette de TOSDR pour voir. Bisque, c'est pas joli. Les couleurs ne sont pas très rassurantes. D'abord, classe E, c'est le plus mauvais score. Prends garde alors à ta vie privée. Pour ne prendre que 2 points problématiques, je cite. Les annonces présentées à d'autres utilisateurs peuvent faire référence à vous en tant qu'approbation implicite. Vous risquez de donner des informations sur votre mode de vie personnel à des inconnus. Ou encore, ce service peut collecter, utiliser et partager des données de localisation. Alors certes, le but de Strava est de collecter des données géographiques, mais là où c'est crasse-pouillou et problématique, c'est concernant le partage a priori par défaut pour tout le monde. Remontons dans le temps, moins d'1 an après le lancement de l'application, genre début 2018. Plusieurs personnes et médias signalent qu'il est assez simple, à partir de la carte Strava, accessible publiquement, de désanonymiser les personnes. Fin janvier 2018, un étudiant de Sydney, Nathan Ruther, a mis en évidence que l'application permettait de révéler la localisation de plusieurs bases militaires secrètes. Le canard enchaîné ? Oh, attends, ça me fait penser au lama déchaîné de l'April et à la campagne en cours. Pensez à faire un don ou à adhérer si vous ne l'avez pas encore fait. Et merci à celles et ceux qui ont déjà choisi de nous soutenir. Comme c'est gentil, mais je te décerne quand même la médaille de l'opportunité. Tu gagnes direct 42 kudos. Bon, tu mentionnais donc un article du Canard enchaîné début 2018 suite à la révélation de Nathan Ruther ? Yep, le titre est explicite. La course à pied nuit gravement aux espions et avait comme sous-titre « Lorsqu'ils pratiquent le jogging avec un appareil muni d'un GPS, les agents de la DGSE sont repérables et très facilement identifiables. » Bon, c'était le début, ils savaient pas, on peut leur pardonner, non ? C'est pas faux, soyons magnanimes et tolérons les erreurs de jeunesse qui permettaient même de trouver leurs adresses et toute leur vie personnelle sur les réseaux sociaux. Femmes, enfants, activités, vacances... Oui, sauf que le temps a passé et que peu de choses semblent avoir changé. En 2020, Mediapart écrit un article et produit une vidéo qui explique les enjeux et les fuites qui perdurent. Puis, un article de Jean-Marc Manac sur Next le 1er juillet 2022 titrait « Des centaines d'agents de services de renseignement étaient à poil sur Strava depuis 4 ans ». Et ce, toujours malgré des annonces de responsables en 2018 qui disaient qu'ils allaient considérer le problème. Pourquoi montrer son zizi ou sa foufoune sur Strava ? Quelque chose m'échappe. Mais nous voici en 2024, et ce sont 3 articles de Le Journal de Le Monde qui montrent une nouvelle fois que rien ne change et que c'est partout pareil. Des agents sont identifiés grâce aux traces laissées sur Strava, en France, dans la proximité du président de la République, aux États-Unis autour de Biden, et en Russie autour du champion mondial, toute catégorie de la paranoïa, Vladimir Poutine. Celui-là même. C'est difficile quand même de comprendre pourquoi le problème persiste. Pourtant, en France, la question de l'anonymat des troupes d'élite est inscrite dans le code pénal. La loi numéro 2016-483 du 20 avril 2016 punit de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende la révélation ou la divulgation par quelque moyen que ce soit de toute information qui pourrait conduire directement ou indirectement à l'identification d'une personne comme membre des unités des forces spéciales. Mais comme dit Mediapart, le législateur n'avait peut-être pas prévu que ces informations jugées sensibles seraient largement partagées par les principaux concernés. On peut tenter d'imaginer ce qu'il se passe chez les militaires et les agents secrets à ce sujet. Voix off. Vous excuserez la scène suivante dans l'hypothèse où vous la trouveriez insuffisamment réaliste. En effet, le père Costi a été objecteur de conscience et sa fille Laurette n'a même pas fait son SNU. Ceci étant, au regard du résultat qui tend irrémédiablement vers la pissade dans un violon, cette interprétation en vaut une autre. Soldats, garde à vous! C'est quoi ce bordel dans la presse? C'est pas la première fois en plus. Déjà en 2018, 2020, 2022, faut me promettre d'arrêter de diffuser toute information qui pourrait conduire directement ou indirectement, gna 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 gna, 75 000 € d'amende, gna gna gna, vous connaissez la suite, Laurette l'a dit juste avant dans la chronique. Chef, oui chef, mais on se fait graviège quand même. Et si on peut plus comparer nos performances et savoir qui a la plus grosse, on risque de mourir d'ennui chef, faut nous comprendre chef. Ah c'est bon pour cette fois, mais vous allez me faire le plaisir d'arrêter de vous faire plaisir. C'est un peu la sécurité quand même. Vous me ferez 3 pâtés, 2 ovaires, mais surtout vous allez relire 10 fois le guide des bonnes pratiques, édité par le ministère des Armées, et en particulier, si c'est trop long et qu'il n'y a pas assez d'images, le paragraphe sur les réseaux sociaux et les applis qui géolocalisent. Chef, oui chef. Non mais c'est vrai quoi, sérieux, sinon on passe pour des guignols nous. Comment voulez-vous qu'on comprenne après qu'on confisque aux gens les bouchons de leurs bouteilles avant d'entrer dans un concert, alors qu'on a des agents secrets qui sont identifiables sur Insta et Facebook ?
Croix de Bic, faites un effort quoi les gars, sérieux. Ah ouais, je suis d'accord avec vous, chef. Ça m'a gonflé qu'on me confisque mon bouchon au dernier concert. C'est pas parce qu'il y a pas de bouchon que je peux pas lancer la bouteille. Bah ouais, moi aussi ça m'a gonflé. On pourra peut-être faire un courrier commun. Mais c'était pas le sujet d'abord. Bon, vous pouvez disposer. Et on surveillera la prochaine chronique de Laurent et Laurette Costi, on sait jamais. Chef, oui, chef. Je vous salue bien bas et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bisous, bisous. Nous venons d'écouter effectivement une chronique proposée par Laurent et Laurette Costi et nous arrivons à la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Après 6 années d'existence sur la bande FM, Cause Commune propose à ses auditeuristes de rejoindre le club de ses soutiens. Présent depuis janvier 2018 dans le paysage radiophonique francilien, Cause Commune est la dernière radio libre autorisée par l'Arcom à Paris. Afin de continuer à proposer une voie alternative, la radio lance une campagne pour 2025 avec un objectif de 40 000 €, à la fois pour couvrir ses charges annuelles, mais aussi pour renforcer son soutien aux collectifs, personnes et communautés qui défendent leurs droits et portent ainsi les luttes qui profitent à l'émancipation de toutes et tous. L'April aussi est toujours en campagne. Un nouveau lama déchaîné est à paraître demain, l'avant-dernier de la campagne. Depuis 2 ans, notre situation financière n'est plus à l'équilibre. Pour finir sereinement l'année 2024, une somme de 20 000 € nous serait nécessaire. Nous sommes à mi-chemin de cet objectif. Adhérez ou donnez si vous le pouvez, en fonction de vos moyens, et n'hésitez pas à parler de cette campagne autour de vous et à diffuser notre lama déchaîné, où il y a même des mots croisés. Et pour marquer la fin de cette campagne qui approche, nous avons prévu un temps convivial au local de l'April le vendredi 20 décembre à partir de 18h30. Nous y attendons avec plaisir. Aujourd'hui, et donc mardi 10 décembre jusqu'au vendredi 13 décembre auront lieu les journées réseau de l'enseignement et de la recherche à Rennes. L'April y tiendra un stand et les conférences seront disponibles en direct en diffusion vidéo. Je vous invite à consulter le site de l'Agenda du Libre, l'agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous, ainsi qu'un annuaire des associations qui les font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission: Isabelle Carrère, Vincent Calam, Jérémy Lesage, Laurette et Laurent Costi. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts: Samuel Aubert, Élodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aux personnes qui découpent les podcasts complètes des émissions en podcasts individuels par sujet: Quentin Gibaud, bénévole à l'April, mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org/229 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 17 décembre à 15h30, la dernière de l'année 2024. Nous vous y accueillerons au Café Libre pour discuter de l'actualité autour des libertés informatiques. Nous vous souhaitons décidément de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 17 décembre et d'ici là, portez-vous bien.